Saint-Pierre et Miquelon première. Stéphane Lenormand, bonjour. Bonjour. Après Annick Girardin, c'est donc à votre tour de vous prêter à cet exercice. 20 minutes pour convaincre. Je rappelle que vous êtes le candidat d'Archipel demain et que vous êtes au second tour de ces législatives après avoir fait jeu égal, on peut le dire, avec la candidate de Cap sur l'avenir, Annick Girardin, à l'issue du premier tour. Pour démarrer, c'est Frédéric Dott qui vous interroge. Alors je rappelle justement ce score du premier tour, égalité parfaite, 41,59% pour Annick Girardin et vous-même. Quelle est votre analyse? Est-ce une sanction contre celle qui est députée depuis 10 ans avec Stéphane Claireau? Écoutez, sanction, je ne sais pas. En tout cas, je dirais que c'est un coup quand même raté, puisque Madame Girardin est la seule ministre du gouvernement qui est dans un ballottage incertain, alors que tous les autres ont surfé sur la vague En Marche. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même des conclusions à en retirer. Qu'est-ce qu'elle a raté ? Je pense que, si vous voulez, sa stratégie d'accepter le poste de ministre, qui est un choix personnel et de carrière personnelle, et de le mettre aussitôt en jeu avec un poste de député, alors que ce n'était pas forcément une obligation, eh bien, a créé une certaine perturbation dans l'électorat. Puis, je reviendrai aussi sur, son témoignage qui était sincère, où elle disait qu'elle revenait sur l'archipel, pour l'archipel, et qu'elle ne céderait pas aux sirènes du gouvernement Macron. Tout cela en l'espace de 3 semaines. C'est vrai qu'on tombe là sur le problème de la parole donnée. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le paysage politique, l'électorat est assez sensible à ce genre de revirement qui est un petit peu, l'image d'une ancienne politique. Alors si vous, Stéphane Lenormand, devenez député samedi, sur quel dossier estimez-vous pouvoir obtenir davantage de la part du gouvernement Philippe ? Alors écoutez, davantage, aujourd'hui, il faut déjà être élu, il faut être en place. Moi, je sais que j'ai des priorités par rapport à mon archipel et ma circonscription. Il est évident que le dossier de la Caisse de prévoyance sociale va être un sujet qui va m'occuper dès les premières semaines, puisque normalement, le conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale devrait être prochainement en place, et qu'il y a un travail à entreprendre rapidement avec ses partenaires sociaux qui seront en charge pour voir comment on reprend son dossier et comment on va justement aborder la stratégie avec le gouvernement Macron. Au fond, quelle ordonnance souhaitez-vous pour la CPS de Saint-Pierre-et-Miquelon ? Alors, aujourd'hui, je crois que c'est la différence qu'il y a entre Madame Girardin et moi, c'est que je pars avec ceux qui sont en charge du dossier. Ce sont avant tout aux partenaires sociaux qui seront à la tête de caisses de prévoyance sociale de déterminer les éléments qu'ils jugent acceptables et ceux qu'ils ne jugent pas acceptables pour avancer. Donc moi, je viendrai, et c'est très clair dans ma démarche, en appui, en soutien. Donc je ne peux pas parler pour eux, parce que c'est eux aussi qui auront à assumer après les décisions qu'ils prendront. Alors on revient à l'élection. Quand vous observez le raz-de-marée au plan national en faveur du parti d'Emmanuel Macron à l'issue du premier tour, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une contagion ici, au deuxième tour, que les gens finalement se disent « Allez, mettons-nous dans le sens du vent » ? Écoutez, c'est vrai que les élections de dimanche en métropole m'inquiètent. M'inquiète à plusieurs titres. Tout d'abord parce que vous avez eu une très faible mobilisation. Contrairement à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les gens ont toujours ce civisme, quand vous voyez donc presque 52% des Français qui ne se sont pas déplacés, c'est inquiétant. Ensuite, une inquiétude parce que cette faible participation va quand même permettre un raz-de-marée, un tsunami, on peut l'appeler de tous les qualificatifs. On annonce 400 à 450 députés, c'est une hégémonie. Et je suis inquiet aussi pour le débat démocratique au sein de cette Assemblée. Et je crois que, d'ailleurs, à ce niveau-là, je ne sais pas, dans l'éventualité où Mme Girardin sera élue et où siégera son suppléant, parce qu'il sera perdu un peu dans cette masse qui est, entre guillemets, imposante. Et ce raz-de-marée ne touchera pas l'archipel ?
Bah écoutez, jusqu'à maintenant, il n'a pas été extrêmement fort. Ce n'était qu'une vaguelette au premier tour. Donc, j'attends de voir. Ce deuxième tour s'annonce, ceci dit, très ouvert localement. Hein. Les mouvements sont extrêmement dynamiques, que ce soit Cap sur l'avenir et Archipel demain. On est en train de mobiliser. On a ce rendez-vous à la radio. Il y a le débat qui arrive. Un débat qui est important et dont j'espère qu'il sera de bonne facture parce que on est quand même sur un débat des territoriales qui n'a pas été à la hauteur, un débat des présidentielles qui n'a pas été à la hauteur. Et je crois aussi que pour redonner confiance aux politiques, il est important que les débats se fassent au niveau des idées, au niveau des confrontations de personnalités et de méthodes, plutôt que dans l'invective. Alors samedi soir, à l'issue du premier tour, vous avez dit que certains matchs nuls sont des victoires, hein, ce sont vos mots, mais la victoire samedi prochain, ce sera de dépasser les 50%. Où allez-vous chercher les nouveaux électeurs? Qui vous voulez convaincre? Bah écoutez, je crois que comme souvent à un premier tour d'élection, vous avez une partie de l'électorat qui attend un peu que la situation s'éclaircisse. Donc je crois que l'on aura ce samedi une participation plus importante. Vous avez fait le tour des listes d'émargement, voir qui il reste à convaincre de se déplacer? Bien sûr, on a toujours ce regard-là. Hein. On est une équipe qui est rodée. Moi, je pense que l'on peut dépasser les 70% de participation et se rapprocher du taux des territoriales. Ensuite, vous avez quand même presque 500 personnes qui se sont réparties sur les autres candidats. Donc, ceux-là aussi... quel choix ils feront, c'est une incertitude. Donc le match est ouvert. En parlant d'autres candidats justement, est-ce que vous allez faire un appel du pied à Denis Vigneault-Duguay, candidat sans étiquette qui est arrivé 3e avec 10,80% des suffrages? Je respecte mes adversaires. Chaque adversaire est libre de définir sa stratégie. Moi, je pars du principe qu'on n'est pas propriétaire de ses voix. Par contre, libre à chaque candidat de s'exprimer. Donc, je crois que M. Langlois a été très clair. Il appelait à l'abstention. M. Denis Duguay-Vigneault a émis peut-être l'hypothèse de choisir un candidat. Il le fera en fonction de ses convictions. Et M. Rode, je crois qu'il n'a pas donné non plus de nouvelles. Mais je respecte cela. Il n'y a pas eu de rapprochement? Vous ne l'avez pas appelé? Il ne vous a pas appelé? Non, c'est pas ma conception de la politique à ce niveau-là. Chacun se détermine en fonction du candidat qu'il semble, enfin disons sur lequel il se retrouve le plus. Il a émis une condition pour se rapprocher d'un candidat. Vous la connaissez? Non, je ne parle pas de conditions. C'est pas des choses. Je répète, les électeurs sont libres et un candidat peut bien demander à son électorat de se reporter sur un autre. C'est pas forcément suivi des faits, hein, puisque chaque électeur est un grand garçon ou une grande fille et en mesure de faire son choix en fonction de ses convictions. Alors Denis Vigneault-Duguay, il a cartonné à Miquelon, plus de 19%. Quelle sera là-bas votre stratégie pour le deuxième tour? Écoutez, Monsieur Duguay avait une très très bonne suppléante sur Miquelon, puisque Madame Gaspard est quand même la première adjointe. Elle bénéficie là-bas d'une certaine notoriété et elle a repris la municipalité en charge, donc je la connais un peu. C'est évident et je m'y attendais qu'il allait faire un très bon résultat. Après, j'espère que l'ancrage d'Archipel demain sur Miquelon, hein, qui s'est bien vu au territorial, eh bien, dans ce second tour, me donnera un coussin supplémentaire pour aller chercher la victoire. Je rappelle qu'au premier tour, vous avez réalisé 117 voix, exactement le même score qu'Annick Girardin. Est-ce que le vote de Miquelon, encore une fois, sera décisif? Il peut l'être. Ceci dit, autant que je m'en souvienne, j'étais en avance dans 2 bureaux de vote. Donc un bureau de vote à égalité et un où j'étais légèrement distancé. Donc je le répète, c'est vraiment un match extrêmement ouvert et la probabilité statistique que cela arrive est assez faible. Alors vous le disiez, vous misez sur un sursaut de participation dimanche prochain, mais ce sursaut, il peut également profiter à votre adversaire. Est-ce que c'est à craindre? Est-ce que vous espérez que les gens votent plus samedi prochain? Oui, c'est une certitude, les gens vont plus voter. Je le sens déjà, j'ai eu beaucoup d'appels de certains qui avaient un peu oublié l'heure, d'autres qui attendaient le deuxième tour. Donc je pense que dans les deux parties, il va y avoir ce même phénomène. Mais vous savez, moi, le scrutin universel, je l'aborde, comment dire, sans a priori. Quel que soit le résultat de ce samedi, je l'accepterai. Et bien sûr, je milite pour que la balance
penche en ma faveur. C'est le lot de tous les candidats. Puis j'ai cette conviction et je pense que je peux apporter quelque chose d'autre à l'archipel avec mon expérience et avec mon vécu. Mais ce sont toujours les électeurs et les électrices qui ont le dernier mot et en cela, je suivrai naturellement leur choix. Alors, parmi vos priorités exprimées en tant que député prochain, si vous êtes élu, vous souhaitez porter à Paris les dossiers de la collectivité. Mais allez-vous défendre aussi les sujets locaux qui ne seraient pas soutenus par le Conseil territorial? Bien sûr, je crois qu'à tous les niveaux, ma position, elle est simple, c'est que je pars de la base. Je l'ai déjà dit dans une autre émission, je ne vais pas imposer aux mairies, par exemple, qui ont déjà leur stratégie, qui ont déjà leur programme, ma vision. Je vais être à leur service. Donc, aussitôt que je serai élu, je demanderai rendez-vous à l'ensemble des collectivités élues, à l'ensemble des représentants du monde économique et des partenaires sociaux, un tour d'horizon des problématiques qu'ils souhaitent que je porte pour eux, à leur service. Si on plonge un peu plus dans votre programme, l'État a annoncé l'expérimentation d'une ligne aérienne directe avec la métropole à l'été 2018, 8 rotations. Vous y êtes favorable, vous ? Alors écoutez, là-dessus, ça a déjà été fait. Je veux dire, ces rotations en ligne directe... Ce n'est plus à refaire. C'est pas que ce n'est pas à refaire. Le problème dans ce dossier, si vous voulez, c'est qu'on est parti sur une mauvaise base avec une mauvaise étude. C'est un dossier important, j'ai eu l'occasion de le dire, parce qu'il permettrait, si on arrivait à avoir un désenclavement aérien à moindre coût, des perspectives qu'aujourd'hui on écarte parce qu'on est freiné par ce prix. Moi, je prône le pragmatisme. Si aujourd'hui, il y a une réelle volonté de l'État, eh bien, il faut aller tout de suite vers une augmentation significative de la subvention qui est allouée à Air Saint-Pierre. Parce que là, vous ferez baisser l'ensemble des tarifs. Et de fait, un aller-retour sur Paris sera bien meilleur marché. Notre objectif, il se situe aux alentours de 800 €. Et là, on aurait un argument supplémentaire en termes d'attractivité pour le territoire. Mais ça suffit, vous n'avez pas répondu sur l'expérimentation des 8 rotations. Aujourd'hui, si vous voulez, et c'est ce que je reproche à cette expérimentation, c'est qu'elle est trop floue. On nous a proposé de statuer sur la future DSP sans autre élément que cette étude. Il n'y a pas un cahier des charges, il n'y a pas de scénario chiffré. Alors non, moi je ne suis pas pour vendre du rêve et tenter un jackpot pour des intérêts, pour de l'opportunisme politique. Parce que derrière, excusez-moi, mais il y a quand même un délégataire de service qui est en charge et qui a la responsabilité financière du fonctionnement de ce service. Et je ne suis pas sûr que lui non plus serait très à l'aise avec ce type de montage qui est pour l'instant extrêmement aléatoire. Quels sont les autres dossiers que vous suivrez prioritairement, j'allais dire, pour les habitants de l'archipel ? Écoutez, tous ceux qui sont contenus dans le schéma de développement stratégique et dans le contrat État-collectivité, qui sont le fruit d'un travail collaboratif. Donc il y a des dossiers, j'ai parlé des digues, c'est un dossier important puisque les digues cèdent, on a un port qui est en danger. Vous avez le port de Miquelon aussi qui est dans un piteux état. Donc tous ces dossiers qui touchent aux investissements sur lesquels travaillent déjà les collectivités, eh bien moi je veux venir en appui. Je peux apporter mon énergie, je peux aller dans les ministères, je peux défendre à leur côté. Et vous avez tout de suite, et c'est aussi le sens de ma candidature, une unité entre la mouvance parlementaire avec la mouvance du terrain. Stéphane Lenormand, on va ouvrir une page un peu plus politique. Parlons de votre positionnement vis-à-vis du gouvernement d'Édouard Philippe. Vous avez annoncé vouloir vous inscrire dans une posture d'opposition au gouvernement sur le dossier phare de cet été, les ordonnances sur la loi travail. Ne craignez-vous pas d'être isolé face à la majorité écrasante, La République En Marche, qui s'annonce dimanche ? Écoutez, je vous dirais que je préfère être un grain de sable dans un rouage que d'être une goutte d'eau dans l'océan. Déjà. Ensuite, mon positionnement. C'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui seront dans la mouvance d'En Marche, je ne pense pas qu'ils se feront plus entendre que moi. Je pourrais le faire au travers d'une candidature qui est simple, qui est celle d'un mouvement local Archipel Demain, qui ne sera pas assujetti aux Républicains ni aux Marches, et qui sera automatiquement
un groupe qui va se constituer, puisque je ne sais pas si vous avez vu un peu le brassage hétéroclite que seront ces nouveaux députés, beaucoup seront sans doute dépités vu le peu d'expérience qu'ils ont, il y aura automatiquement des volontés de créer des groupes. Et j'en veux pour preuve, je suis en contact depuis quelques jours avec des députés ultramarins qui ont émis l'idée de constituer pour la première fois un groupe qui regroupera, c'est le cas de le dire, excusez pour cette répétition, les 27 députés. Ça vous intéresse? Ça m'intéresse énormément et je suis en contact notamment avec le 3e vice-président de la région Guadeloupe qui a émis cette idée-là et qui est intéressante parce qu'elle est transpartisane. L'idée, c'est de donner une force supplémentaire à l'outre-mer. Et vous comprenez bien que d'avoir un groupe outre-mer, ça ouvre là toutes les inquiétudes que l'on pourrait avoir sur un positionnement, par exemple, dans un groupe de non-inscrits. Alors vous avez déclaré approuver certaines orientations du gouvernement. Vous avez cité notamment la question de la moralisation de la vie politique. Quel député de la France serez-vous, Stéphane Lenormand? Quels sont les sujets sur lesquels vous souhaitez vous investir? Je crois que celui de la moralisation, il est important, puisque quand vous avez vu un peu, pour reprendre un nouveau mot qui est le dégagisme qui a eu lieu ce dimanche, il y a une attente. Ensuite, il faut que le député ou les députés qui vont siéger à cette assemblée se penchent sur l'absentéisme. Aujourd'hui, vous avez plus de la moitié de la population française qui ne participe plus au débat. Donc on a là vraiment un gros travail à entreprendre pour regagner cette confiance. Il faut peut-être en finir avec les politiques qui savent tout sur tout et qui sont, entre guillemets, dans un cocon et un peu déconnectés de certaines réalités. Je pense qu'il faut venir à des choses plus simples. Et la moralisation que porte le président Macron, je pense qu'elle va dans le bon sens. Quels sont les sujets de société? On parle par exemple de légalisation ou pas du cannabis. Sur quoi vous avez envie de vous investir? Écoutez, sur tous les sujets, je crois que je suis élu, je serai un député de la nation. Représentant ma circonscription, mais un élu de la nation. Le sujet que vous évoquez sur le cannabis, c'est un sujet qui est important. Le président Macron veut le dépénaliser, alors que juste à côté, notre voisin canadien et le Premier ministre Trudeau, lui, veut, entre guillemets, légaliser, ce qui est deux choses différentes. Or, eh bien évidemment que c'est un sujet qui pourra être, entre guillemets, pour Saint-Pierre-et-Miquelon un peu particulier, puisque nous aurions une législation qui dépénalise, et juste à côté, nos voisins auront légalisé. Ça veut dire que le cannabis sera comme un paquet de cigarettes ou une bouteille de bière. Donc ça, ce sont des problématiques sur lesquelles il faudra se pencher, mais avec l'ensemble des partenaires, et peut-être là aller aussi vers une démocratie participative, puisque derrière ce sujet, il y a des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Au cours de cette campagne, Stéphane Lenormand, on vous a entendu reprendre cette expression encore tout à l'heure, expression chère au président Stéphane Artano, « Je ne vends pas du rêve ». Mais alors, quelle est la part de rêve qui aurait été vendue, selon vous, par votre adversaire Annick Girardin ? Écoutez, je crois que le problème d'Annick Girardin, si vous voulez, c'est que sa vocation, sa vision de l'archipel que je respecte, elle repose sur sa propre analyse qui n'a jamais été validée localement. Ensuite, c'est vrai qu'elle est ministre, qu'elle a été députée, mais elle n'a jamais géré une collectivité. Et c'est vrai que moi, en tant que gestionnaire, je sais combien il est difficile d'aller chercher des crédits, je sais combien il est difficile de tenir un budget, et je sais que chaque promesse a un coût. Et c'est en ce sens que je ne veux pas vendre du rêve. Mais je crois aussi que c'est une aspiration de l'électorat d'avoir aujourd'hui un langage direct, vrai, qui dit les choses. Stéphane Lenormand, nous arrivons pratiquement au terme de cet entretien. La conclusion vous revient. Vous avez 1 minute devant vous. Bien, écoutez, conclure, je voudrais tout d'abord remercier la population pour ce premier tour parce que cette participation, elle me fait chaud au cœur. C'est bien la preuve que nous sommes dans un pays ici qui est démocratique et qui a le sens du civisme. Ensuite, il est évident que je la remercie aussi parce qu'elle a donné à ma candidature, qui est quand même une première candidature individuelle, la possibilité d'aller chercher la victoire samedi. Et je veux vraiment mettre en avant que je souhaite être le député de la base, celui qui porte réellement les projets qui ressortent de l'ensemble des forces vives. Je ne veux imposer aucunement
ma vision. Et je crois aussi qu'il ne faut pas se tromper. Samedi prochain, on ne votera pas pour un ministre, on votera pour un député. J'ai cette simplicité-là. Je suis certes un élu de terrain. On dit que je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais lorsque je regarde les néophytes qui vont arriver avec En Marche, je pense que je serai en mesure de leur apprendre beaucoup sur le fonctionnement des institutions et des collectivités. Donc je dis à samedi et on y croit. À samedi soir. Merci beaucoup Stéphane Lenormand. Vous étiez donc le second candidat de ce deuxième tour à défendre vos idées sur notre antenne radio. Mais vous le savez, notre rédaction vous donne un autre rendez-vous avant le scrutin de samedi. Ce sera cette fois en télé. Ce soir, 1h30 donc de débat en direct entre les deux prétendants à l'Assemblée. Ce sera après le journal à 20h50, un débat animé par Isabelle Tomelin. Merci et bonne journée. Merci. Saint-Pierre et Miquelon première.